que vous avez des problèmes de répertoire, Françoise Hardy? Je viens d'arriver chez vous et il y avait des gens qui vous présentaient des chansons. Il semble que vous cherchiez des chansons. C'est pas tellement que j'en cherche, oui, j'en cherche toujours, mais enfin, on m'en amène toujours. Il y a toujours des gens qui ont des chansons à me montrer, mais c'est très rare quand ça correspond à ce que j'ai envie de chanter, parce que les gens qui m'amènent des chansons restent toujours sur une impression qui date de quelques années, c'est-à-dire ils sont en retard sur moi. J'ai plus du tout envie de chanter des trucs dans le genre Premier bonheur du jour, on a mis la rose, et c'est toujours ce qu'on m'amène. Mais en dehors de ça, enfin je sais pas, moi j'ai dans l'esprit Françoise Hardy, c'est une fille qui écrit ses chansons. Ah oui, mais je continue toujours à en faire. Seulement, quelquefois, alors ça dépend, j'ai toujours essayé d'oser, c'est-à-dire de faire sur un disque moitié de chansons composées par moi, puis moitié d'autres chansons. Mais alors, quelquefois, il y a des impératifs, justement, parce que mes chansons peuvent patienter, peuvent attendre, moi, ça m'est égal. Je sais que je les enregistrerai tôt ou tard, mais les auteurs qui m'amènent des chansons sont toujours très, très, très pressés. Et font même du chantage. Je vous dis, si vous n'enregistrez pas ma chanson, un tel l'enregistrera. Et ils tiennent même pas compte du fait qu'il est meilleur de sortir une chanson à telle époque de l'année, que ce serait meilleur pour eux d'attendre l'été pour sortir leur chanson. Ils veulent que ça sorte tout de suite. Mais c'est pas fréquent que des gens qui peuvent être auteurs, compositeurs ou en tout cas auteurs cherchent et consomment, entre guillemets, un certain nombre de chansons écrites par les autres. Car finalement, sur vos disques, effectivement, apparaît à peu près 50%, peut-être même quelquefois plus de chansons écrites par les autres. D'abord, est-ce que c'est un problème pour vous, en fait? Non, moi, ça serait plutôt un problème. J'ai toujours eu la hantise, depuis le jour où j'ai fait des chansons, de plus pouvoir en faire, c'est-à-dire de ne plus avoir l'inspiration. Et c'est un peu pour ça que j'ai toujours essayé, parallèlement, de faire les chansons d'autres compositeurs. Mais en même temps, quand la chanson d'un compositeur me plaît au point que je l'enregistre, c'est parce que c'est une chanson que j'aurais aimé faire. Dès le départ, vous avez envisagé de chanter les chansons des autres, dès votre premier enregistrement? Mon premier disque, j'ai été engagée dans ma maison de disques, pas du tout pour mes chansons, mais pour chanter la chanson de quelqu'un d'autre qui s'appelait Oh chérie. Et sur mon deuxième disque, il y avait une chanson de Monsieur Dutronc qui s'appelait Le temps de l'amour. Oui, mais c'était une chanson tout de même. C'était une chanson, bon, parce qu'à l'époque, je travaillais avec mon directeur artistique, était éditeur, donc il avait tout intérêt à ce que je ne chante que mes chansons. Mais par la suite, il y a eu donc Tous les garçons et les filles, Le temps de l'amour, et après, il y a eu tout de suite Le premier bonheur du jour, qui n'était pas une chanson que j'avais faite. Moi, si on m'amène une chanson que je trouve formidable, je peux pas résister, je vois pas pourquoi je l'enregistrerais pas. Au contraire. Alors pour vous, vous êtes finalement plus une interprète qu'un auteur? C'est difficile à dire, je suis un peu entre les deux, je crois. Mais vous êtes venu à la chanson parce que vous écriviez des chansons ou parce que vous aviez envie de chanter? C'est un petit peu... Enfin, j'ai découvert que je pouvais faire une chanson tout à fait par hasard, mais en même temps, je me disais, si je réussis à faire des chansons, ce sera plus facile pour moi d'arriver à intéresser quelqu'un dans une maison de disques. Parce que arriver et puis chanter les chansons des autres, je me rendais bien compte que de toute façon... Enfin, quoique non, je me rendais pas du tout compte quand j'avais 16-17 ans que j'avais envie de chanter, ce que c'était que chanter. Je suis pas du tout une chanteuse. Pour moi, enfin, c'est-à-dire que je chante avec difficulté. Vous chantez avec difficulté? Ça m'est pas naturel de chanter, si vous voulez. J'appelle une chanteuse, pour moi, c'est Nicoletta, par exemple. Elle chante. Avec quelqu'un qui fait des performances avec la voix. Même pas, c'est pas nécessaire. Mais vous avez par exemple Astrud Gilberto, je la connais pas, mais enfin je connais un peu ses disques. Elle a un peu le même genre de timbre que moi, si vous voulez, mais elle a le rythme, la musique vraiment dans le sang. Alors que moi, c'est pas du tout mon cas. Je suis absolument pas musicienne. Ah, c'est vrai. Et d'ailleurs, dans les chansons. Pas du tout. Je suis beaucoup plus texte, beaucoup plus littéraire, si vous voulez,
que musicienne. Je suis... Vous savez, alors moi, pour enregistrer une chanson, je suis obligée de la prendre 1, 2, 3, 4, la mesure et tout ça. C'est pour ça que je chante toujours très bien en mesure et que tout le monde dit « Ah, comme elle chante bien en mesure ». C'est parce que je compte. C'est pas du tout parce que ça m'est naturel. Donc vous avez commencé à écrire vos premières chansons, c'était surtout des premiers textes. Vous étiez encore étudiante à l'époque? Non, c'était des musiques et des textes. J'ai toujours fait les deux en même temps. J'ai jamais fait de texte comme ça, tout seul. Vous pensez les deux en même temps? Oui, enfin, où je pars, j'ai une idée de texte, et à partir de l'idée de texte, j'essaye de faire une chanson. C'est la mélodie que vous envisagez, que vous composez. Enfin, je veux dire que quand vous dites musique et texte, c'est surtout à la mélodie. À la mélodie que vous pensez, oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous entendez par musique? Il y a aussi toute l'harmonisation. C'est pareil, c'est pareil, parce que comme je fais les chansons avec la guitare, alors je fais la mélodie, je la fais jamais, c'est rare, je la fais jamais en l'air comme ça, je la fais sur des accords. Mais non, c'est pas, je vous pose toutes ces questions parce que vous me dites je suis absolument pas musicienne, alors tout d'un coup ça me trouble un peu. Vous êtes quand même un peu musicienne puisque vous jouez de la guitare. Disons que j'ai le sens de la mélodie, mais je n'ai pas le sens du rythme. C'est ça que j'appelle ne pas être musicienne. Ton meilleur ami vient bien souvent me voir. Ton meilleur ami me téléphone tous les soirs. Il me dit qu'il m'aime, que sans moi sa vie ne vaudrait plus la peine. Oui, voilà ce qu'il dit. Ton meilleur ami, quand je lui demande pourquoi, depuis des jours, des nuits, je suis sans nouvelles de toi. Il répond qu'il m'aime, que sans moi sa vie ne vaudrait plus la peine. Oui, voilà ce que dit ton meilleur ami. Pourtant moi je ne veux pas croire que tu sois d'accord avec lui. Sûrement ce n'était qu'une histoire. Quand il me l'a dit, ton meilleur ami ne vient plus me voir maintenant. Puisque je lui ai dit qu'avec moi il perdait son temps. J'ai dit que je t'aime, que sans toi ma vie ne vaudrait plus la peine. Voilà ce que j'ai dit à ton meilleur ami, à ton meilleur ami, à ton meilleur ami. Quand vous étiez étudiante, vous aviez déjà dans vos tiroirs des chansons. Est-ce que vous êtes apparu à peu près à l'époque où les jeunes ont beaucoup envahi le marché de la chanson? C'est vrai, vous faites partie de cette nouvelle vague. Vous aviez un style un petit peu particulier puisque en fait la nouvelle vague en question, qui a été étiquetée yéyé, se fondait plutôt sur quelque chose qui bouge, et vous étiez plutôt du genre calme. Tout au moins dans les premières apparitions. Ces chansons-là étaient déjà écrites avant que les jeunes viennent et envahissent les maisons de disques Mais quand j'ai commencé, il y avait très peu de gens. Il y avait juste Johnny. J'étais passée des auditions avant que Sylvie commence à chanter. Et je me rappelle très bien que quand j'ai passé une audition, je connaissais strictement personne dans ce métier. Et j'avais donc pris l'annuaire et j'avais appelé toutes les maisons de disques importantes en demandant si elles faisaient passer des auditions. Je savais pas du tout. Enfin, pour moi, c'était le moyen le plus simple d'essayer d'avoir un contact avec quelqu'un. Et j'ai téléphoné à la maison Vogue et ils m'ont dit qui avait Johnny, c'était les débuts de Johnny. Et ils m'ont dit, écoutez, qu'est-ce que vous chantez? Alors,
Je lui dis, je fais mes chansons moi-même. Ils m'ont dit, parce que nous cherchons quelqu'un qui soit un pendant féminin de Johnny Hallyday. Alors si vous pouvez axer vos chansons sur un rythme un peu rock'n'roll, tout ça, ça serait très bien, parce que c'est ce qu'on cherche en ce moment. Et j'ai été passer mon audition avec des chansons que j'avais faites, qui étaient mauvaises comme tout. Alors vraiment, à l'époque, j'en faisais 3 par semaine, maintenant j'en fais 3 par an. Mais elles étaient vraiment pas bonnes, et c'était des trucs genre... avec des onomatopées... des mauvais rock'n'roll, vraiment. Et ça a bien marché, non? Alors ça a bien marché dans le sens où moi je me disais, c'est mes chansons qui vont les intéresser, et pas du tout. Eux, ils ont été vaguement accrochés par le timbre, et comme ils cherchaient de toute façon une fille, ils cherchaient une chanteuse jeune. Alors ils m'ont dit, écoutez, on aimerait bien vous entendre avec un orchestre et avec des chansons de quelqu'un d'autre pour voir. Et ils m'ont donné à apprendre 2 chansons de Johnny qui étaient 2 rock endiablés, enfin surtout l'une qui s'appelait 24 000 baisers, qui était un rock'n'roll italien, et puis une autre qui s'appelait Oui mon cher. Et ils m'ont fait revenir à la fin d'une séance d'orchestre de Jean-Claude Pelletier pour voir ce que ça donnait, moi chantant ça avec l'orchestre derrière. Et comme je ne savais pas du tout ce que c'était que chanter en mesure, j'avais aucune notion du solfège, que je pensais que le chanteur s'amenait puis que l'orchestre suivait, je dis ça parce que vous savez, je me rends compte très bien maintenant que la plupart des gens pensent la même chose. Parce que souvent, on se trouve dans des soirées, dans des réunions, et puis les gens aimeraient bien qu'on chante un petit peu comme ça. Ils se rendent pas compte que ça demande une certaine préparation. C'est sûr. Alors finalement, tout ça veut dire que vous aviez envie de faire de la chanson. Ah oui, ça de toute façon. J'étais passionnée de chansons. J'écoutais la radio toute la journée. J'avais des fiches avec les chansons que j'aimais bien, tout ça. Enfin, c'était surtout les chansons anglaises et américaines. Oui. Vous étiez à l'époque, vous étiez étudiante en lettres, non? Oui, vaguement. Vaguement. Pourquoi vaguement? Parce que j'allais au cours comme ça. Et la chanson s'imposait à vous, vous n'aviez pas du tout l'intention, enfin, on peut très bien penser arriver à la chanson, mais avoir envie de s'exprimer, c'est-à-dire avoir le besoin de s'exprimer. Et on choisit la chanson dans la mesure où la chanson se présente, mais on pourrait s'exprimer autrement. On pourrait être, je sais pas moi... Ah non, j'étais passionnée. J'étais passionnée de chansons, et je me rappelle très bien qu'à l'époque, comme c'est l'âge où on se demande qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, ce qui était un tragique problème parce que, mais parce que il faut vraiment avoir le feu sacré pour savoir. Autrement, c'est difficile de choisir. Mais à l'époque, je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire? J'aimerais bien être programmatrice. Ça me paraissait être le comble, enfin, du bonheur d'imposer ses propres goûts en matière de chansons aux autres gens en programmant des disques. Ou alors travailler dans l'édition musicale. Et puis finalement, je me suis dit, le plus simple, ce sera encore d'essayer de commencer par chanter. Oui, vous vous faisiez d'ailleurs une certaine idée aussi, de même que vous faisiez une certaine idée de la chanson, vous faisiez une certaine idée de la programmation. Finalement, vous avez été terriblement influencé par ce qu'on appelle actuellement, entre guillemets, les mass médias. C'est-à-dire que vous étiez grand consommateur de radiodiffusion, je suppose, et de télévision, bien sûr, et que... De radio uniquement. Surtout de radio, oui. C'est d'ailleurs le véhicule idéal pour la chanson. Vous écoutiez plutôt les chansons anglaises. À l'époque, il n'y avait pas une programmation considérable sur les chaînes françaises. Mon coup de foudre pour la chanson est parti de ma découverte d'un poste anglais qui s'appelait Radio Luxembourg anglais d'ailleurs. Your Station of the Stars, il disait tout le temps. Et ça a été le point de départ, si vous voulez. Après, par la suite, j'ai découvert la chanson française un peu plus. Et je préfère 10 millions de fois maintenant la chanson française à toutes ces chansons-là. Mais qu'est-ce que c'est pour vous la chanson française? Parce que c'est finalement très difficile, là, maintenant, au point où on en est, à essayer de démêler ce qui représente de façon tout à fait caractéristique la chanson française. C'est bien, j'ai vu là sur l'étagère
3 noms assez significatifs, Charles Trenet, Léo Ferré, Georges Brassens. Oui, vous pouvez même mettre Gilles Vigneault, là, qui est un peu plus au-dessus. Oui, alors ça, évidemment, ce sont des références qui sont difficilement contestées. Bah, c'est ça pour moi, la chanson française. Oui. Ou Claude Nougaro, certaines chansons, Gainsbourg. Des trucs qui n'ont pas leur équivalent à l'étranger du tout. Moi. Et cependant, vous êtes parti avec la chanson anglaise. Mais la chanson anglaise, c'était en quelle année finalement? On parle comme si vous étiez grand-mère. C'était en 62. Oui, il n'y a pas très longtemps, 7-8 ans. C'est-à-dire que le rock'n'roll... Non, ça a dû commencer plus tôt, parce que 62, c'est mon premier disque. Alors, c'était 2 ans avant, donc 60, 59, 60. Il y a eu une première tentative d'invasion du rock'n'roll en France vers 58, 57, 58. Oui. Et puis ça n'avait pas très très fort marché. Et puis effectivement, à part Johnny Hallyday, il n'y avait pas beaucoup de Français qui s'étaient intéressés à ça. Puis tout de suite après, à 62, 63. Alors c'était quand même... Parce qu'en Angleterre, c'était quand même déjà ça, c'était quand même le rock'n'roll. Mais je vais vous dire des noms de chanteurs, parce que, en fait, ils m'ont beaucoup influencé, et même encore maintenant, ils m'influencent. C'est Cliff Richard, certaines chansons de Cliff Richard, et les Everly Brothers. Beaucoup, parce qu'ils chantaient en même temps du rock'n'roll, mais aussi des mélodies formidables. Et j'ai l'impression que beaucoup des mélodies que j'ai pu faire sont influencées par leur style. Est-ce que, pour vous, cette période d'influence se trouve très en marge de ce qu'on va appeler quelques années plus tard la pop music? Si vous voulez, tous ces groupes, je trouve qu'ils sont très influencés par le jazz, par le free jazz, par même la musique contemporaine. Enfin, ils cherchent, alors ils empruntent à droite et à gauche. Et il faut vraiment qu'ils soient très très doués pour en sortir quelque chose qui dépasse la musique à laquelle ils empruntent. Parce que finalement, ils font de la sous-musique contemporaine, du sous-free jazz, de la sous-chanson. Et alors, vous trouvez-vous que, par exemple, la chanson, française ou pas, peut continuer de faire sa petite route tranquille, je dis pas ça en mauvaise part, hein, attention, sa petite route tranquille, alors qu'il se passe toutes ces choses autour? Ou est-ce que la chanson doit compter avec tout ce qui se passe autour? Et tout ce que vous venez de citer, la musique contemporaine, parce que je suppose que vous écoutez, vous entendez aussi la musique contemporaine, la pop musique, enfin tout ça. Un peu, pas énormément. Ouais. Vous vous tenez à l'abri ou c'est occasionnellement ou... Non, je me tiens pas à l'abri du tout, mais comme je vous ai dit, finalement, je suis plus intéressée par les textes que par la musique. J'aime beaucoup les mélodies, ça, bon, de toute façon. Mais si vous voulez, les sons m'intéressent moins que les textes. Alors, je consacre beaucoup plus de temps à lire, par exemple, soit des poèmes, même pas des poèmes, des textes, parce que les poèmes, j'aime pas ça. Il y a encore une distinction à faire entre la poésie et certains textes de chansons. Plutôt qu'écouter de la musique. Finalement, ça m'intéresse pas énormément d'écouter de la musique, je me force. Je me force parce que je me dis, bon, ça fait partie du travail que je fais. Il faut que je me tienne un peu au courant, il faut que j'écoute. Mais c'est très rare quand j'écoute un truc par pur plaisir. Vous avez des auteurs qui vous intéressent particulièrement? Oui, alors c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire Proust, Céline, Henri Miller... Giraudoux. Vous n'êtes pas obligé de me les citer tous. De toute façon, ces quatre-là sont déjà des mondes très très différents. Oui. Ce sont très essentiellement des littéraires tout de même. La philosophie vous passionne peut-être moins. Beaucoup moins pour le moment. Mais j'aime bien lire des livres sur tout ce qui est ésotérique. Mais vous lisez beaucoup de littérature concernant, par exemple, l'occultisme ou l'ésotérisme. Vous êtes particulièrement intéressé. Ça m'intéresse parce que je trouve que c'est une question à ne pas négliger. Vous pensez, par exemple, que la science occidentale n'est pas en mesure de répondre à un certain nombre de points d'interrogation?
Comment la science occidentale? La science occidentale dite objective, si vous voulez, parce qu'on a l'habitude d'opposer... La science occidentale n'explique rien du tout. Elle ne dit pas ce qu'on fait ici, pourquoi, et à quoi ça sert et tout ça. Vous pensez que de ça toute peut façon, elle ne... Ah, je pense, oui. Et vous pensez que la science occidentale ne l'expliquera jamais? Jamais. Donc vous êtes tout à fait spiritualiste. C'est-à-dire que vous pensez que le monde spirituel est une entité qui existe. Enfin, parlons, vous pensez que l'âme de l'homme est immortelle, par exemple? Mais enfin, pour le moment, je le pense. Mais ça peut très bien... Enfin, il faut lire beaucoup, je crois. Et puis, il faut parler avec des gens qui ont étudié, qui se sont penchés sur la question. Parce que la conviction intime ou intuitive est suffisante peut-être pour soi, quand tout va bien. Mais pour discuter avec les gens qui ne croient pas du tout, c'est totalement insuffisant. Mais c'est-à-dire que vous considérez que la discussion à ce niveau-là doit être convaincante, mais on peut aussi faire part d'un certain nombre de ces problèmes, d'un certain nombre de ces constatations, d'un certain nombre de ces positions toutes provisoires. Tout à l'heure, vous me disiez bien, oui, je pense effectivement que l'âme est immortelle provisoirement. Ça me paraît une réponse tout à fait intéressante. Oui, mais enfin, ça serait beaucoup plus intéressant si je vous disais pourquoi. Bien sûr, mais moi je suis beaucoup plus intéressé par vos convictions actuellement, par ce qui vous intéresse actuellement. Alors je vous dis, je pense que l'âme est immortelle. Je ne vous demande pas du tout de me faire une prophétie. Ce qui m'intéresse, c'est savoir ce que Françoise Hardy pense en ce moment. Et puis je lui accorde le droit de changer d'avis. J'en suis tellement convaincue que quand je vois la plupart des gens qui ne le pensent pas, qui pensent qu'après la mort c'est fini, vraiment j'éprouve une profonde pitié. Et puis justement, je suis et en même temps de la puissance, parce que comment faire pour les convaincre? Il semble qu'il y ait pour vous un problème qui est quand même le problème de la communication. C'est-à-dire que vous dites, je ne suis pas encore assez évolué pour pouvoir me permettre de me prononcer, etc. Mais il y a quand même cette nécessité de communiquer avec les autres qui se pose. Oui. Est-ce que vous avez conscience que vous avez des difficultés ou des problèmes de communication? Mais tout le monde en a, Bien sûr. Bon, simplement, je crois que le meilleur moyen pour les diminuer, ces problèmes, c'est de choisir bien, le mieux possible, des gens avec qui communiquer. Parce qu'il y a des gens avec lesquels, de toute façon, il est impossible de communiquer. Et c'est pour ça qu'il m'est assez pénible de parler de choses que je considère comme sérieuses devant un micro. Parce que je ne sais pas du tout qui va entendre ça. Il n'y a pas de dialogue. Oui, notre dialogue est un faux dialogue, puisqu'en vérité, il sera écouté par quelqu'un d'autre, c'est sûr. Oui, est-ce que c'est tellement important que vous sachiez ou que vous ne sachiez pas qui est susceptible d'écouter, dans la mesure où, au fond, on essaie ensemble de voir clair. Et puis, si ceux qui écoutent ne voient pas clair, c'est plus leur problème que le nôtre. Non, mais j'ai mieux essayé de voir clair toute seule, et puis une fois que j'ai l'impression de voir clair, de dire ce que je vois, plutôt que m'enliser. Je reviens à la chanson. Est-ce que maintenant, et compte tenu justement de ces problèmes, parce que c'est vrai, Françoise Hardy est une fille qui, de temps en temps, et peut-être même plus souvent qu'on ne le pense, se pose un certain nombre de questions sérieuses. Elle n'aime pas bien en parler, mais elle se les pose. Bien. Dans la chanson, telle que vous l'avez abordée, quand vous avez débuté, ces problèmes-là, au fond, n'apparaissaient pas très nettement. Est-ce que
au fur et à mesure que vous allez avancer dans la carrière, vous croyez qu'ils vont avoir une certaine influence sur la façon dont vous dirigez votre carrière? Certainement, mais c'est évident. De toute façon, quand j'ai commencé à chanter, je ne m'intéressais qu'à la chanson. Alors maintenant, comme je m'intéresse à d'autres trucs, aussi bien ce dont on vient de parler qu'autre chose, je ne sais pas, je m'intéresse beaucoup moins à la chanson qu'avant. Pourtant, c'est pas tellement difficile d'enregistrer une chanson, de faire ce que j'ai à faire, enfin, toutes les petites corvées habituelles, ça, c'est moins difficile que, je sais pas, que travailler dans un bureau, peut-être. Mais bien, ça m'est très pénible parce que ça m'intéresse 10 fois moins. Parce que je m'intéresse à d'autres choses. Alors donc, dans ce sens-là, ça a une influence. Oui, dans le fait, mais ça pourrait avoir une influence négative. Ça, c'est l'influence négative. Ouais. Ça, c'est l'influence négative. L'influence positive, faire des textes qui traduisent ce genre de préoccupations, c'est quand même difficile. Parce que la chanson, j'ai toujours considéré ça comme une distraction plutôt qu'autre chose. Pas comme quelque chose qui doit vous faire penser. Oui, pourtant, je sais pas, moi, tout à l'heure on parlait de ces livres. Quand on feuillette les textes, ne serait-ce que les textes de Brassens ou les textes de Ferré, on y trouve quelquefois des textes qui correspondent à des réflexions. Et ce sont des gens que vous lisez avec beaucoup d'intérêt, apparemment. Oui, mais ça pose pas vraiment des problèmes. Enfin, moi, par exemple, je supporte pas... Il y a un groupe qu'on entend en ce moment qui s'appelle les Poppies, ou je sais pas quoi. Je supporte pas qu'on aborde certains sujets graves dans une chansonnette. Ça m'est... J'ai horreur de ça. Et je trouve que justement, Gilles Vigneault, aussi bien que Brassens, leurs chansons sont toujours à la limite de ce dont il ne faut pas parler. Par exemple, Brassens, j'en reviens toujours à cette chanson-là, a fait une chanson qui s'appelle Les Deux Oncles. Il a fait cette chanson et puis le sujet politique est complètement épuisé après ça. Et ça, c'est formidable. Est-ce que les chansons qui existent déjà sont des barrières quelquefois pour vous? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Alors comment est-ce que vous procédez? Comment est-ce que vous trouvez une chanson? Comment est-ce que l'idée vous en vient? Mais je ne sais pas, non, mais je reprends ce que vous disiez. C'est très difficile de savoir si justement il faut écouter les chansons des autres, parce que il arrive qu'on entende une chanson et on trouve une idée dans l'idée de la chanson, qui est une idée qu'on avait déjà, qu'on aurait eu tôt ou tard. On la trouve exprimée sous une forme tellement bien que ça vous dégoûte de vous y attaquer jamais. Et puis d'un autre côté, c'est pas bon non plus de rester ignorant de ce qui se passe autour de vous. Est-ce que vous avez des petites notes qui traînent partout? Parce que vous êtes finalement très accaparé par votre métier. Je suppose que vous disiez tout à l'heure des petites choses qui sont des petites agaceries comme ça qu'il faut faire, parce que je suppose que c'est, bien entendu, aller enregistrer, résoudre un certain nombre de problèmes techniques, répondre aux problèmes de publicité, enfin. Ouais. Et puis il y a aussi les tournées. Et puis, est-ce que vous avez un temps... est-ce que vous arrivez à organiser votre vie à peu près bien, ou est-ce que vous êtes un peu trop mangé par ce métier? Ah non, je suis pas... Surtout, j'ai arrêté de chanter, de chanter sur scène depuis 2 ans et demi. Alors, j'ai eu beaucoup plus de temps depuis 2 ans et demi. Mais est-ce que ça ne met pas en cause la carrière de s'arrêter comme ça pendant 2 ans, de passer sur une scène? Je ne me rends pas compte, et je vais vous dire franchement que tant que j'ai de quoi vivre, c'est-à-dire de quoi vivre, pour moi, c'est plus que pour quelqu'un de normal, certainement, parce qu'il y a un train de vie, il y a des gens qu'on fait travailler, tout ça. Mais tant qu'il n'y a pas de problème d'argent qui se pose, le reste, alors vraiment, ça m'est égal. Oui, mais je veux dire que ça peut être une espèce de processus, et puis après, il est peut-être difficile de le remettre en cause. Pour le moment, vous avez envie de ne faire qu'une carrière au disque.
Parce que quand on fait plus de scène, on ne fait que du disque. Oui. Dans la chanson. De la télévision. Oui. La télévision en général, c'est soit une promotion de disque, soit effectivement un show. Oui. Alors moi, personnellement, je me passerais très bien de faire de la scène. Si je pouvais ne faire que des disques, je serais ravie, enchantée. Bon, vous avez... Ça, mais c'est pas suffisant, je crois. Non. Je veux absolument pas vous taquiner, mais c'est la preuve que finalement le contact avec le public ne vous est pas tellement agréable. Vous aimez bien être un peu fermé sur vous quand même. C'est pas la question. Oui, enfin, c'est ça et autre chose aussi, c'est que... Sur scène, vous n'êtes pas... Vous n'éprouvez pas de plaisir à être sur scène. Mais si, mais au bout d'un certain temps. Il faut réussir à surmonter le trac. Et puis, je dis, il y a 3 phases dans les tournées, par exemple. Je prends l'exemple de la tournée. C'est-à-dire, les 10 premiers jours, c'est le début. Alors, vous avez très, très peur. C'est comme dans tout, c'est comme dans les rapports avec quelqu'un. Vous avez très peur parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Vous ne connaissez pas encore les réactions du public vis-à-vis de vous. Bon, à partir du moment où vous commencez à savoir, alors là, ça devient très bien. Parce que vous avez encore un petit peu peur, juste ce qu'il faut pour qu'il y ait quand même de l'excitation. Et ça dure un certain temps, c'est la 2e phase, la meilleure. Et puis après, il y a l'habitude. C'est-à-dire plus de peur, plus d'excitation, plus rien. Et pourtant, quand on se trouve chaque soir, surtout en tournée, dans une salle différente, le problème se pose quand même un peu différemment. Les publics changent. On peut se faire cueillir dans une salle et accueillir dans l'autre. Enfin, ça dépend. Donc, ça ne se trouve pas sans cesse renouvelé. L'habitude arrive à faire sa place quand même. Ah oui. Ah oui, certainement. Vous avez fait des tournées très très longues ? Oui et non. Je faisais des tournées d'1 mois dans un pays, puis 1 mois dans un autre, 3 semaines, enfin, peu importe. Mais pendant 6 ans, j'ai pas arrêté de chanter un peu. Lorsque vous avez commencé dans ce métier, vous n'aviez aucune idée de ce qu'il pouvait être. Maintenant, vous devez quand même en avoir une idée plus précise. Mais je commence seulement. Oui. Parce que... Et si vous aviez su, quand vous avez débuté, que le métier c'était ce que vous savez maintenant, est-ce que ça aurait changé quelque chose ? Ah non, ça n'aurait rien changé. Donc vous avez toujours envie de le faire. J'aurais tout fait pareil, mais j'espère que j'aurais fait mieux. Je réagis très lentement. Et il y a des trucs que je découvre seulement maintenant. C'est-à-dire, souvent, on me dit du mal des gens, par exemple. Et je me rends compte, je sais pas, 1 an après, 2 ans après. Que c'était vrai ? Que c'était vrai. Et quand c'est pas vrai, vous vous en rendez compte aussi 1 an après ? Parce qu'on dit beaucoup de mal de gens, c'est pas forcément... Non, mais là, je parlais du métier, je parlais des gens du métier, je parle pas des amis, parce qu'à partir du moment où quelqu'un est un ami, ça... J'écoute pas ce qu'on peut me dire. Bien sûr, oui. Le métier implique plein de choses. Il implique le fait que vous êtes quand même en partie aliéné, que votre vie doit être... Ah oui, mais alors ça, c'est dans tous les métiers pareil. Et je trouve... Ah non, alors là, je trouve que vraiment, ce métier de chanteur et la façon dont je le fais, hein, parce que je l'ai toujours fait en amateur. J'ai jamais fait vraiment en professionnel. Eh bien, je trouve que ça représente 10 fois plus d'avantages qu'un autre métier, dans le sens où on peut quand même si la carrière ou la vente des disques en subit un contre-coup après, on peut toujours décider de s'arrêter pendant 1 mois, on peut prendre son temps, on est beaucoup plus indépendant que dans n'importe quel autre métier, et on a des avantages matériels qu'on a dans aucun autre métier. Oui, enfin, cela dit, on est quand même obligé, effectivement, de passer par un certain nombre de... Ah oui, mais ça serait trop beau s'il n'y avait pas ça. Si c'était uniquement votre tempérament, il y a plein de choses dans ce métier que vous laisseriez encore tomber davantage pour ne faire qu'un certain nombre de choses très précises. Enfin, tout à l'heure, c'est difficile de faire moins que ce que je fais. Vraiment, c'est difficile. Ce que je pense, difficile. Oui, c'est ce que je pense. Mais enfin, tout de même, ça existe.
Est-ce que dans la vie, par exemple, enfin, on met de côté le métier maintenant, est-ce que vous aimez, dans la vie, vous êtes quelqu'un de triste, vous êtes quelqu'un de gai, vous êtes quelqu'un de végétatif, vous êtes quelqu'un d'actif ou quoi? Mais ça dépend, c'est une question qui m'embarrasse beaucoup parce que j'ai l'impression que je réponds toujours des trucs vagues parce que la question est vague finalement. Alors disons, pour être précis, que je suis quelqu'un de cyclotimique. Je suis d'origine normande également, c'est-à-dire jamais oui, jamais non. Je suis cyclotimique, c'est-à-dire que je peux être vraiment au 7e ciel comme au 100e dessous. Ça dépend d'un tas de choses. Ça dépend si par exemple j'ai mal à l'estomac, ou si j'ai reçu ou pas un coup de téléphone que j'attendais. Enfin, comme tout le monde, mais la différence d'avec tout le monde, c'est que je suis plus faible, peut-être parce que j'ai eu plus de facilité, j'ai eu la vie plus facile, alors je sais moins me dominer. C'est pour ça que je suis cyclotimique, c'est-à-dire que je peux être vraiment d'une humeur de chien, comme je peux être d'une gaieté et d'une exubérance extraordinaire. Tout à l'heure, vous me disiez, finalement, j'aime pas bien répondre aux choses sérieuses et c'est souvent que je fais des pirouettes, etc. Bon, c'est évident, c'est une défense. Est-ce que ça tient à ce tempérament, ce besoin ou ce refus, plus exactement, de répondre? Non, ça tient au fait que les rares fois où j'ai répondu sérieusement, ça s'est finalement toujours retourné contre moi. Ça a tourné mal, si vous voulez. Je me suis rendu compte que j'aurais mieux fait de me taire. Alors je me méfie, je suis terriblement méfiante. Je sais pas. C'est idiot parce que en même temps, ça a l'air d'attacher une importance à ce qu'on dit qui frise la prétention. Qui est de la prétention même. Ça fait un certain temps qu'on parle ensemble. Est-ce que vous vous sentez gêné dans la discussion? Oui, oui, oui. Et à quoi vous attribuez cette gêne? Vous pensez que je vais vous faire dire des trucs que vous n'avez pas envie de dire ou quoi? Est-ce que vous prêtez à quelqu'un qui parle avec vous, comme moi actuellement avec vous, est-ce que vous lui prêtez des intentions particulières? Pas a priori. Après coup, je me dis, tiens... Mais... je suis mal à l'aise parce que... je sais pas, il y a des gens qui vous posent des questions et la façon dont ils s'expriment, dont ils posent la question, vous répondez tout simplement et tout naturellement. Il y en a d'autres, de toute façon, quoi qu'ils disent, quoi que vous disiez, ça se rencontrera jamais. C'est un dialogue de sourds. Et vous et moi, c'est entre les deux. Alors... il n'y a qu'une oreille qui fonctionne. Oui, il n'y a qu'une oreille qui fonctionne, exactement. Alors je suis pas bien à l'aise. Parce que... de toute façon, dès que j'ai l'impression que la personne qui me pose des questions, vous en l'occurrence, veut aborder des choses sérieuses, veut parler de choses sérieuses, je suis très mal à l'aise, de toute façon. Mais voilà, je serais assez disposé, j'aimerais faire l'effort nécessaire pour que vous ne soyez plus mal à l'aise. Bon, c'est-à-dire que moi, je dis parler sérieusement. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire parler sérieusement. Je veux dire, il y a effectivement des sujets qui sont intéressants, puis des sujets qui ne sont pas intéressants. Ouais. Si je parle de sujets qui ne sont pas intéressants, vous me direz que c'est très subjectif, puisque à partir de ce moment-là, ce sont des sujets qui ne m'intéressent pas, c'est vrai. Enfin, tout de même, en dehors de cette petite marge où on s'occupe de ce qui vous intéresse personnellement, il y a tout de même des sujets de conversation, puis d'autres sujets qui ne sont pas... Par exemple, moi, il ne me viendrait pas l'idée de venir chez Françoise Hardy pour lui demander, je sais pas, moi, sa pointure de chaussures, son goût pour les chapeaux, si elle est pour le mini ou pour le maxi. À la vérité, je m'en fous parce que ça ne m'intéresse pas tellement, tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître un être humain et de voir comment il vit, et sans aucun détour. Oui, je comprends. Ni aucune ruse, ni aucune malhonnêteté, ni aucune mauvaise intention, quoi. Les choses se présentent comme ça. Bon, on parle à bâton rompu, littéralement. Hein. Oui, ça de toute façon. Mais
Je suis gênée, par exemple, si vous me faisiez parler de gens que je connais, ou que j'aime bien, tout ça, ou que vous connaissez, je serais moins gênée qu'à partir du moment où vous me faites parler de moi et de choses qui me tiennent à cœur et que j'ai peur de trahir parce que je ne sais pas très bien les exprimer. Vous parlez plus facilement de quelqu'un que vous connaissez. Peut-être par exemple, est-ce qu'il vous vient à l'idée un thème de conversation? Vous avez envie de me parler de quoi? Non. Est-ce que vous aimez? Non, je refuse cette responsabilité. Bon, par exemple, est-ce que l'amitié a pour vous beaucoup d'importance? Oui, comme pour tout le monde. Comme pour tout le monde. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un à qui vous puissiez poser la question « Est-ce que l'amitié a beaucoup d'importance pour vous ?» qui vous réponde non, à moins qu'on vous dise non au deuxième degré. Il y a des gens qui m'ont répondu « Je suis très bien tout seul ». Oui, moi aussi, je suis très bien toute seule, dans la mesure où c'est tout seul, c'est uniquement tout seul qu'on peut arriver à faire des trucs. C'est-à-dire, ou moi, je peux arriver à lire, à faire des chansons, mais lire et faire des chansons, si c'était pour moi toute seule, si ça sortait pas de ma chambre, si c'était pas après pour faire entendre ou parler avec quelqu'un que j'aime, alors ça servirait à rien. Enfin, oui, mais on peut avoir plus ou moins d'amis. Enfin, je veux dire que il y a l'amitié, ça peut être. Mais l'amitié, ce qui est important, l'amitié, c'est pas la quantité, c'est la qualité, bien sûr. C'est évident. Oui. Mais je veux dire que c'est pas possible d'être. Je crois que c'est possible pour personne de vraiment sincère de vivre tout seul. C'est pas possible, vraiment. Oui, on peut vivre avec les autres sans pour autant avoir... enfin, vous savez, c'est une valorisation de l'amitié. Léo Ferré, que je voyais l'autre fois, me disait pour avoir seulement la chance d'avoir un ami dans sa vie, mais un vrai, 2, c'est tout ce qu'on peut espérer. C'est donc là une façon... Ah oui, mais alors écoutez, alors il y a aussi les gens qui pensent davantage à prendre qu'à donner. Il y a aussi... Dans le cas de Léo, c'était très évident. Pour lui, l'amitié comme l'amour, ça ne sert pas à prendre, ça ne sert qu'à donner. Bon, alors vous pouvez donner à tout le monde, et la terre entière est votre ami. Mais si. Posez-moi des questions très précises. Je suis incapable de poser des questions précises. Ah bah oui, mais moi je suis incapable de répondre de manière précise à des questions qui ne le sont pas. Vous n'êtes pas obligé de me répondre sur des manières précises. Si, je trouve. Parce que c'est pas intéressant autrement. Si on répond dans le vague comme ça. Pour les gens qui écoutent, c'est confus, c'est... Vous trouvez? Ah, moi je crois. Est-ce que vous avez des goûts précis qui se définissent bien? Eh bien, par exemple, j'adore le fromage, le beurre, le vin rouge. Attendez, est-ce que je pourrais vous dire encore? Et dans d'autres matières Le soir. Le soir. La nuit. Alors voilà, très bien. Bon, est-ce que vous aimez bien la nuit? J'aime bien la nuit. D'abord parce que tout est plus joli la nuit, puisqu'on voit moins les choses. Il y a aussi un rythme de vie différent, c'est sûr. C'est les gens qu'on rencontre, mais c'est aussi toute cette vie qui tourne. Est-ce que, bon, vous êtes sensible au soir, est-ce que, par exemple, si on essaie de faire une comparaison avec les saisons, est-ce que l'automne est quelque chose qui est pour vous aussi important? Vous êtes sensible à l'automne? Non, je ne crois pas. Vous préférez quoi, l'été? Je crois que je préfère l'été. Je crois que je préfère l'été, quoique...
Quoique finalement j'ai aussi horreur, plus ça va, plus j'ai horreur du soleil. C'est très curieux ça. J'étais à Rio il y a quelque temps pour le festival de la chanson internationale et il a fait très mauvais temps. J'étais ravie, enchantée. Tout le monde était catastrophé parce que tout le monde était venu pour le soleil, pour se baigner, pour bronzer. Comme on n'était pas là pour ça en fait, puisqu'on était là pour travailler en quelque sorte. C'est-à-dire pour écouter des chansons, pour juger des chansons, ce qui moi m'intéresse toujours. Je me levais le matin et j'osais pas regarder, j'osais pas tirer les rideaux parce que je me disais est-ce qu'il fait du soleil, est-ce qu'il fait pas du soleil. Alors j'essayais de deviner au bruit du vent, à tout ça. Et puis finalement je me décidais, puis tous les jours il a fait gris, alors c'était merveilleux. J'aime bien quand il fait gris et chaud, alors ça c'est formidable. Je déteste le froid et je n'aime pas la lumière parce que je trouve que la lumière enlaidit. C'est vrai, ça enlaidit la lumière. Les gens, moi j'aime bien, j'adore regarder les gens, enfin les visages. Et dans la pénombre, parce que l'imagination pas dans la pénombre, ou alors avec le soleil derrière, parce que... Mais au soleil, c'est toujours laid un visage trop éclairé. On voit tout ce qu'il ne faut pas voir. Et quand vous regardez dans la glace avec une lampe à ultraviolet en pleine figure, ce que je faisais il y a à peu près 6 ans, et c'est vraiment tragique. Quand vous inventez une chanson, vous l'inventez pas, même si vous n'en avez pas immédiatement conscience, vous l'inventez pas sans penser quand même que vous allez la chanter à des gens. Et par conséquent, il y a le souci de plaire, mais il y a aussi le souci de faire autre chose quand même. Il y a aussi le souci de faire passer des idées qui sont à vous. Pas forcément une idée qui va empêcher... Non, mais au départ, une chanson, c'est vraiment un exutoire. Enfin, vraiment, c'est parce qu'il y a des trucs qui me font du mal ou qui me tracassent. Et la chanson, c'est comme le pansement ou la compensation. C'est le seul moyen que j'ai de me soulager, si vous voulez, de ce qui me fait du mal. Alors, j'ai cette chance-là d'avoir ce moyen-là, parce qu'il y a des gens qui n'ont rien du tout. Et... alors la difficulté réside dans le fait qu'il faut trouver quand même, parce que c'est toujours les mêmes petits problèmes qui reviennent vous tracasser. Alors la difficulté, c'est qu'il faut trouver une manière un petit peu différente, même si elle l'est pas, mais qu'elle vous donne l'impression de l'être pour l'exprimer. Mais il reste quand même présent cet autre rapport de cette chanson qu'on fait pour se soulager. On va la chanter devant des gens quand même. Et est-ce qu'à ce moment-là, oui, bien sûr, mais au départ, ce que je demande à la chanson, c'est qu'elle me plaise à moi. À partir du moment où elle me plaît à moi, je préfère faire une chanson qui me plaît à moi et qui plaît à personne, plutôt que faire une chanson qui me plaît pas à moi et qui plaît à tout le monde. Oui. Mais non, c'est pour vous dire que c'est deux choses qui vont pas forcément ensemble. Oui, mais peut-être que votre... Le mieux, c'est quand les deux arrivent ensemble. Ça, parce que peut-être que votre directeur de maison de disques n'est pas de cet avis. Il préfère peut-être que vous fassiez une chanson qui vous plaise pas, mais qui a beaucoup de succès. Oui. Il faut trouver le compromis, non? Mais j'ai jamais vraiment essayé. J'ai fait quelquefois des trucs, des chansons... Vraiment, je veux dire, quand je fais une séance d'enregistrement, quand je choisis des chansons pour un disque, je n'ai jamais fait, sauf au début, quand je savais pas dire non et que, justement, le directeur artistique me disait « faut enregistrer ça ». Alors je disais « bon, faut enregistrer ça parce que c'est ça qui plaît aux Allemands. Bon, faut enregistrer ça parce que c'est ça qui plaît aux Italiens ». Je le faisais. Plus maintenant. Parce que maintenant, de toute façon, je suis convaincue que c'est pas possible... dans mon cas, peut-être pour les autres, dans mon cas, je sais que ça m'est pas possible de plaire ou d'avoir du succès avec quelque chose qui ne me plaît pas à moi. C'est pas possible. C'est que les gens n'écoutent pas les textes de chansons, j'en suis convaincue. Alors, le succès ne repose pas seulement là-dessus. Je suis sûre que Brassens, comme Léo Ferré, sont méconnus de la majeure partie du public.
Oui, sans doute. C'est certainement vrai. D'abord... Parce que c'est très difficile d'écouter. Ça demande un grand effort d'attention, de concentration. Et en plus, c'est pas toujours facile à comprendre. Je pense spécialement à Ferré, il a un vocabulaire difficile. Et on peut pas... C'est pas possible. Certaines chansons de Léo Ferré, c'est pas possible de les apprécier entièrement tout de suite. Il faut les écouter beaucoup de fois. Il faut même lire le texte. Et je crois par exemple le succès d'une chanson comme cet extra repose davantage sur un arrangement que sur la chanson elle-même. Mais vous savez, le succès d'une chanson repose souvent sur soit une mélodie, soit un arrangement. C'est vrai. Le public ne reçoit qu'une partie de ce qu'ils ont à donner. Il y a aussi une autre contradiction qu'on voit, enfin que moi je ressens, je ne suis pas chanteur, mais je m'occupe de radio, c'est que souvent, dans les maisons de disques par exemple, mènent la politique de ce qu'on pourrait appeler la politique du titre. C'est-à-dire qu'on essaie de faire qu'un titre devienne un succès, un tube. Bon. Et que, assez fréquemment, les gens dont on parle, la preuve, tous les deux, on vient un petit peu de parler de chansons, on a parlé de personnes, c'est-à-dire on a parlé de Brassens, de Ferré, on n'a pas parlé d'une chanson, ou si exceptionnellement on parle d'une chanson à titre exemplaire, mais en fait, on s'aperçoit que, on parlait d'image de marque tout à l'heure, la véritable image de marque, c'est le créateur, c'est pas une chanson. Je trouve qu'il y a là une petite contradiction. Moi, j'aimerais avoir votre opinion sur la question, c'est parce que vous êtes dans le coup. Vous êtes tous les jours confronté à cette idée, à cette donnée que pour une maison de disques, ce qui est important, c'est de faire un succès avec un titre, et que, en vérité, beaucoup de gens dans le métier font une carrière, et ils font une carrière pourquoi ? Parce que on dit plutôt une chanson de Brel qu'un titre particulier. Et des gens comme Brel, comme Brassens, comme Ferré, il y en a d'autres, on a du mal à citer un succès. Par exemple, récemment, j'ai sorti un 30 cm, mais comme moi, c'est difficile de savoir exactement quel est le titre qui va plaire, justement. Alors, et c'est là d'ailleurs où les programmateurs ont une certaine influence, parce que comme c'était un 30, on l'a distribué aux radios, et puis on a demandé après aux programmateurs quels étaient les titres qui les accrochaient pour pouvoir sortir un simple avec les titres qui leur paraissaient les plus susceptibles d'accrocher le public. Mais ça vous gêne pas, ça, que finalement vous soyez tributaire de ce processus? Si, parce que généralement c'est jamais le titre qui me plaît à moi. Et justement, dans un 30 cm par exemple, vous avez des titres qui sont plus ou moins intéressants, plus ou moins importants pour vous? Ah non, moi c'est uniquement une question de goût, c'est-à-dire qu'il y a des titres qui me plaisent pour certaines raisons, et puis d'autres, j'en ai par-dessus la tête, ou bien, vous savez, au départ on aime bien tous les titres, et puis à la séance ça change, l'arrangement, tout ça, la prise de son, l'interprétation, ça fait que la chanson n'est pas tout à fait la même à l'arrivée qu'elle était au départ. Oui. Alors on l'aime plus ou moins à l'arrivée, alors qu'on les aime toutes au départ. Et il y a tout le temps cette espèce de modification, de perte. Ah oui. De perte ou de gain d'ailleurs, parce qu'il y a des chansons dont on n'attendait pas grand-chose, mais qu'on voulait faire pour telle ou telle raison, et qui finalement vous surprennent. Vraiment jamais je n'enregistre de chanson pour laquelle j'ai pas une espèce de coup de foudre au départ. C'est pas tellement difficile finalement de faire ce que je fais, il suffit d'écouter des tas de chansons, et puis s'il y en a une qui provoque le déclic, vous la faites, parce que moi je pars du principe naïf qu'à partir du moment où une chanson me plaît, elle plaira à un maximum de gens. Même si il m'a été prouvé maintes fois que c'était pas le cas, mais à chaque fois, vraiment, que j'entends une chanson qui me plaît, je me dis, mais cette chanson est formidable, ça ne peut que marcher, tout ça. Je sépare pas le côté artistique du côté commercial, parce que à partir du moment où je l'aime, je me dis, tout le monde va l'aimer. Ce qui est faux, mais enfin, je pense comme ça. Et pour ce que vous écrivez, alors est-ce qu'il y a aussi le coup de foudre sur un thème, sur une idée
Vous m'avez dit tout à l'heure, là, je vous ai posé la question, on ne s'est pas beaucoup attardé là-dessus. Vous m'avez dit, je vous ai posé la question de savoir si vous aviez des notes. Si vous m'avez dit non, vous ne notez pas. Non. La chanson s'écrit vite ou lentement? Assez vite, mais ce qui est très long, c'est pour avoir une idée. Vous la cherchez comment? En vous promenant? Je cherche pas, oui, enfin, en résumant, oui. Non, mais je cherche pas vraiment, parce que je sais que ça vient comme ça. Oui. Et que c'est le fruit, de toute façon, de ce qui peut arriver. Je peux pas dire que je cherche, je peux pas dire je vais me promener et puis je vais attendre que l'inspiration me visite, non. Parce qu'il y a plusieurs méthodes de travail. Il y en a qui prennent des idées, qui jettent comme ça des idées, qui essaient d'écrire, puis qui laissent ça dans un coin, qui vont reprendre ça plus tard, etc. Non. Moi, j'attends. Enfin, je dis oui. Non, pour moi, c'est pas le cas. J'attends d'avoir une idée qui me paraît possible. L'idée a déjà une forme de chanson ou c'est une idée qui s'exprime comme ça, un petit peu dans l'abstrait? L'idée, ça peut être un mot. Vous m'avez dit aussi tout à l'heure que vous étiez un petit peu hanté par l'idée de manquer d'inspiration. Donc finalement, si vous laissez venir, cette obsession risque de se fixer, alors que, enfin plus exactement, si vous laissez venir, je veux dire que si vous laissez venir cette obsession, elle risque de se fixer, et peut-être qu'au lieu de prendre les idées quand elles arrivent, vous allez tout d'un coup être à guetter les idées. Si cette peur de... Mais cette peur, j'y suis habituée, je l'ai depuis toujours. Et puis en même temps, j'ai un petit côté fataliste, c'est-à-dire que je me dis, si se passe rien en ce moment, c'est qu'il doit rien se passer. J'ai remarqué par exemple, alors là, c'est embêtant maintenant parce que je l'ai vraiment remarqué, que depuis 2-3 ans, j'ai remarqué qu'à une certaine période de l'année, je ne sais pas pourquoi, j'avais beaucoup plus d'inspiration qu'à d'autres. C'est-à-dire que je restais des mois sans rien faire. Puis tout d'un coup, au mois de février, mars, avril, j'avais des tas d'idées. Bon, alors maintenant, c'est ennuyeux, parce que je le sais. C'est la bonne excuse. Alors, je le sais. Et si, c'est-à-dire, c'est l'excuse. Ça me permet d'attendre, maintenant. Mais là où ça va être vraiment ennuyeux, c'est au mois de février, mars, avril prochain, si rien ne vient. Alors là, ça va être tragique. Je sais pas. Mais tant pis si ça vient plus, tant pis. J'ai toujours eu l'impression que c'était la seule chose que je savais faire, une chanson. Parce que je suis très épatée par une chanson, par les chansons des autres. Et quelquefois, quand j'écoute une chanson que j'ai faite, ça m'épate. Alors je me dis, mais comment est-ce que ça a pu me venir? Oui, c'est pour ça quand vous-même me posez la question comment ça vient une chanson, moi-même souvent j'ai fait certaines chansons et maintenant avec le recul je me rends compte qu'elles sont pas mal. Je me dis mais comment est-ce que ça a pu me venir? Comment est-ce que ça a pu me traverser l'esprit? Et si vous voulez, mon amour propre est satisfait et je suis un petit peu justifiée à mes propres yeux. Vous avez l'impression d'être assez avec votre génération, c'est-à-dire est-ce que... Non, pas du tout. Non, Pas du tout. vous vous sentez d'un autre monde? Oui, mais alors attention, ma génération, j'ai 26 ans. Oui. Alors, votre génération, c'est-à-dire les gens qui ont entre 20 et 25 ans actuellement, quoi. Je les connais pas tellement, Parmi vos amis, vous avez plutôt des gens plus âgés ou quoi? J'ai des gens qui ont à peu près mon âge, entre 27 et 30 ans, et puis des gens plus âgés. Mais je crois pas que ce soit... Les amis, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'être branché un petit peu sur la même longueur d'onde. Oui, alors la jeunesse actuelle, par exemple, vous vous sentez pas avec ce monde moderne qui tourne autour de vous? Est-ce que vous êtes tout à fait adapté ou pas? Mais non, puisque moi, de toute façon, je suis toujours dans mon petit coin ou dans ma tour d'ivoire. Et puis, je dois dire, ça m'intéresse pas tellement. Vous n'êtes pas intéressé par exemple, un certain nombre de problèmes qui se posent à la jeunesse à l'heure actuelle? Ça vous Lesquels? Pas moi, ceux dont on parle dans les journaux.
Par exemple. Eh bien, cette jeunesse qui, par exemple, la jeunesse des étudiants qui bouge ou qui conteste, la jeunesse qui s'inquiète sur son avenir, la jeunesse qui adhère ou n'adhère pas à la façon dont on construit la société à l'heure actuelle, etc. Oui, mais ça m'intéresse, mais de loin, parce que je suis pas du tout concernée. Oui, mais enfin, on vit quand même dans une société et on ne peut pas nier l'existence de cette société, ni la forme qu'elle prend. Je ne la nie pas. Alors on peut être d'accord ou pas d'accord avec, on est ou d'accord ou pas d'accord avec sa société, ou d'accord ou pas d'accord avec son temps, solidaire avec certaines idées qui fonctionnent ou pas. Oui. C'est ça que c'est la nature de la question que je vous posais, c'est-à-dire que quand vous me dites la jeunesse, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Quand un jeune vous parle, il est un représentant de cette jeunesse. Il n'a pas que des idées personnelles, il a aussi pas mal d'idées qui sont des idées plus ou moins reçues, ou plus ou moins de l'époque, ou plus ou moins à la mode. Et par conséquent, c'est en fonction de ces idées, plus ou moins reçues, plus ou moins à la mode, que vous échangez avec lui. Donc vous êtes toujours, même au travers d'un seul individu, en contact avec votre époque, ou avec la société dans laquelle vous vivez. Oui. Et cette société, vous en avez quand même une vague idée, même au travers des... Oui. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dedans? Moi, personnellement, oui. Parce que j'ai une vie beaucoup plus facile que n'importe qui. Et j'ai l'impression que, malgré tout, cette société, alors... je parle de la France, de l'Europe. Il est plus facile de vivre dans cette société, je crois, qu'aux États-Unis, je pense, ou que dans certains pays d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale, ou que dans les pays de l'Est, certainement. Je crois que c'est notre société qui est la plus favorisée. Ça a le revers de la médaille, évidemment. C'est-à-dire que plus la vie est facile, moins on a tendance à faire de choses. Moins on a tendance à créer, si vous voulez. Je pense que, surtout dans le domaine artistique, je pense que la vie artistique est certainement plus vivante aux États-Unis en raison de tous les problèmes que les gens ont là-bas, alors que nous, on se repose un petit peu sur nos lauriers. C'est la description d'un vieux pig que vous faites là, qui se repose sur ses lauriers. Oui, mais ça me paraît évident. Enfin, c'est pas moi. C'est comme ça.